Bonjour, bienvenue. Avant de commencer, abonnez-vous à notre chaîne et laissez un cœur en commentaire sous cette vidéo. Ce jour-là, à midi, j'ai quitté mon bureau comme d'habitude pour ma pause déjeuner. J'aurais pu aller au café du coin, mais mon cœur s'est serré en pensant à Marc, mon mari, alité depuis plusieurs jours. Il m'avait dit qu'il avait de la fièvre, qu'il ne tenait même plus debout. Alors j'ai décidé de rentrer chez nous rapidement, pour lui faire une surprise, voir comment il allait vraiment. Quand je suis arrivée devant la maison, j'ai trouvé le portail entrouvert, ce qui était déjà inhabituel. J'ai poussé la porte doucement, sans faire de bruit, pensant qu'il dormait peut-être. L'intérieur était calme, presque trop calme. J'ai posé mon sac sur le meuble de l'entrée et j'ai avancé à pas feutrés. C'est alors que j'ai entendu sa voix, et mon sang s'est glacé. Je me suis arrêtée net, le souffle court. La voix de Marc résonnait clairement depuis le salon. Il parlait au téléphone, mais pas d'un ton ordinaire. Sa voix était tendre, passionnée, presque adolescente. Je t'aime, mon amour. Tu es la seule dans ma vie. Ces mots m'ont frappé de plein fouet. J'ai senti mes jambes faiblir. J'ai avancé encore un peu, le cœur battant à m'en faire exploser la poitrine. Il répétait, « Je ne pense qu'à toi. J'ai hâte qu'on soit enfin ensemble. » Ma gorge s'est nouée, mes mains se sont mises à trembler. J'étais là, debout, dans l'ombre de ma propre maison, écoutant l'homme que j'aimais déclarer sa flamme à une autre. Et lui, il me croyait absente, comme si je ne comptais déjà plus. J'ai reculé d'un pas, les larmes me montant aux yeux, incapable d'y croire. Comment avait-il pu? Depuis quand vivait-il ce mensonge? Lui que je croyais malade, fragile, affaibli, il était là, bien debout, amoureux d'une autre. Je n'avais rien vu venir. Aucun signe. Aucune alerte. J'étais cette épouse naïve, qui soigne pendant que l'autre trahit. Je suis sortie de la maison comme un fantôme, incapable de respirer. Chaque pas me semblait irréel, comme si je flottais au-dessus du sol. Mon cœur battait si fort que je n'entendais plus rien d'autre. J'ai marché sans destination, le regard vide, les larmes coulant sans fin. Comment l'homme que j'aimais depuis tant d'années pouvait-il prononcer des mots d'amour à une autre alors qu'il me mentait sur sa santé? Mon esprit était en ruine, incapable d'accepter ce que mes oreilles venaient d'entendre. Je me suis assise sur un banc dans un petit square, les mains sur le visage, le souffle haché. Des souvenirs me traversaient comme des éclairs, notre mariage, nos projets, les crises que j'avais supportées. Tout cela semblait maintenant appartenir à une autre vie. Je me demandais si j'avais été aveugle ou simplement trop amoureuse pour voir les signes. J'avais tout donné à cet homme, et lui, il m'avait offert l'humiliation la plus cruelle. Et personne ne savait ce que j'endurais à cet instant. Sans réfléchir, j'ai sorti mon téléphone et appelé Élise, ma meilleure amie. En entendant ma voix brisée, elle a su que quelque chose de grave s'était passé. Elle est venue me chercher immédiatement, sans poser de questions, m'enveloppant dans ses bras comme une sœur. Chez elle, je me suis effondrée, incapable de dire un mot pendant de longues minutes. Puis, les mots sont sortis d'un coup, tremblants, douloureux, impitoyables. Elle m'écoutait en silence, le regard noir de colère. Quand j'ai terminé mon récit, elle s'est levée d'un bond. Elle jurait, criait, disait que Marc ne méritait pas une femme comme moi. Mais ces mots ne me consolaient pas. La douleur que je ressentais était bien trop profonde pour être calmée par la colère d'une amie. Je me sentais vide, trahie, souillée. J'aurais voulu ne plus exister, disparaître, m'éteindre pour ne plus penser. Rien ne semblait pouvoir apaiser l'ouragan qui dévastait mon âme. Le soir même, j'ai décidé de rentrer chez moi. Pas parce que j'avais pardonné, mais parce que je voulais le voir jouer son rôle. En franchissant le seuil, j'ai retrouvé Marc allongé sur le canapé, une couverture sur lui, les yeux mi-clos. Il a feint la fatigue, la douleur, comme s'il était encore souffrant. Il m'a demandé si j'avais passé une bonne journée, avec un sourire faible, presque attendrissant. Je l'ai regardé longuement, en silence, avalant ma rage comme un poison.
Je lui ai répondu d'un ton neutre, jouant à mon tour le jeu de l'ignorance. Il n'avait aucune idée que je savais tout. Que chaque mot doux prononcé à une autre avait transpercé mon cœur comme une lame. Je voulais observer, comprendre jusqu'où il était capable d'aller. S'il continuerait à mentir sans le moindre remords. Ce soir-là, sous ce toit devenu glacé, deux comédiens partageaient la même scène, mais un seul connaissait le script de l'autre. Les jours qui ont suivi furent les plus lourds de ma vie. Je vivais aux côtés d'un homme qui me regardait droit dans les yeux tout en me mentant chaque seconde. J'ai attendu qu'il s'endorme pour fouiller son téléphone, ses emails, ses papiers. Il avait tout effacé, mais les traces étaient là, invisibles aux yeux d'un innocent, claires pour une femme trahie. Réservation d'hôtel, paiement discret, itinéraires incohérents. Chaque détail confirmait ce que mon cœur refusait encore d'admettre pleinement. Un soir, j'ai trouvé son agenda caché dans un tiroir du bureau. Un nom revenait souvent, Clara. Elle n'était pas un secret, elle était une présence régulière dans sa vie. Une jeune femme, visiblement plus libre, plus vive, plus naïve aussi. Je suis restée des heures à fixer ces pages, comme si je lisais un roman cruel dont j'étais l'héroïne sacrifiée. J'étais blessée, mais je n'étais pas finie. Mon silence était une armure. Et bientôt, je m'en servirais pour frapper. Un jeudi soir, il s'est habillé avec soin, chemise repassée, parfum discret, chaussures cirées. Il m'a dit qu'il allait acheter des médicaments à la pharmacie de garde. Je l'ai regardé sans broncher, tout en sachant qu'il mentait encore une fois. J'aurais pu le confronter, hurler, pleurer, lui balancer la vérité en plein visage. Mais non. Ce n'était pas le moment. Je voulais que la chute soit publique, définitive, inoubliable. Je suis restée seule dans le salon, les mains serrées sur les accoudoirs du fauteuil. J'imaginais leur rendez-vous, leur rire, leurs promesses. Chaque pensée était un coup de couteau, mais je ne cédais pas. J'avais besoin de ce temps, de cette préparation. Quand il rentrerait, je serais là, glaciale, impassible, comme si je n'étais déjà plus son épouse. Il ne savait pas qu'en jouant au théâtre, il m'avait réveillée. Et que bientôt, ce serait à mon tour d'écrire le scénario. Quelques semaines plus tard, son anniversaire approchait. J'ai décidé de lui organiser un dîner à la maison, prétextant vouloir lui faire une surprise. J'ai invité ses collègues, quelques amis, et Clara, bien sûr. J'avais trouvé son adresse, son numéro. Elle croyait que j'étais une proche de Marc, et j'ai joué le rôle à la perfection. Tout était prêt. La table dressée, les bougies allumées, le vin débouché. Et moi, calme, maquillée, souriante. Quand Clara est entrée, elle portait une robe rouge et un sourire tendre. En voyant Marc, elle s'est avancée vers lui sans hésiter, l'a pris par le bras et a dit d'une voix douce, « Joyeux anniversaire, mon amour ». Un silence de plomb est tombé sur la pièce. Les invités ont échangé des regards confus. Marc a blêmi, figé sur place. Moi, je n'ai rien dit. Je me suis contentée de lever mon verre, prête à assister au début de sa ruine. La pièce était plongée dans un silence glacial. Les invités regardaient tour à tour Clara, Marc, puis moi, ne comprenant pas ce qui se passait. Marc, pris au piège, a essayé de rire nerveusement, balbutiant qu'il s'agissait d'une mauvaise blague. Mais Clara, sincère et naïve, ne comprenait pas son malaise. Elle a insisté, « Mais enfin, tu m'as dit que tu allais divorcer. Tu m'as dit que c'était fini avec elle. » Les regards choqués se sont posés sur moi, comme si j'étais l'intruse dans ma propre maison. J'ai gardé la tête haute, le regard fixe. J'ai saisi ma coupe de champagne, d'une voix ferme, j'ai déclaré, à mon mari, et à sa maîtresse. Un murmure a parcouru la pièce, certains ont détourné les yeux, d'autres sont restés figés. Marc a voulu se lever, m'interrompre, me faire taire. Mais il était trop tard. L'image de l'homme parfait qu'il avait construite venait de s'effondrer, et personne ne pouvait plus l'ignorer. Son masque était tombé. Marc s'est levé brusquement, rouge de honte et de colère. Il m'a crié de ne pas tout gâcher,
de ne pas le ridiculiser devant tout le monde. Clara, elle, pleurait en silence, réalisant à quel point elle avait été utilisée. Les invités commençaient à quitter les lieux, embarrassés, fuyant le malaise ambiant. Marc a tenté de me suivre dans la cuisine, suppliant que nous parlions en privé, que je sois raisonnable. Mais il n'y avait plus de place pour la raison. Il avait tout piétiné. Je l'ai regardé avec une froideur que je ne me connaissais pas. Pour la première fois, c'est lui qui implorait, qui perdait pied. Il répétait que ce n'était qu'une erreur, qu'il m'aimait encore. Mais l'amour ne s'exprime pas entre deux mensonges, ni dans les bras d'une autre. Chaque mot qu'il prononçait résonnait comme une gifle supplémentaire. Et plus il parlait, plus je me sentais forte. Ce soir-là, c'est lui qui s'est écroulé, pas moi. Le lendemain matin, je me suis levée avant lui. J'ai pris une grande valise et, méthodiquement, j'ai rangé mes affaires. Je ne voulais rien d'autre que ma liberté. Mon alliance, je l'ai laissée sur la table de nuit, à côté d'une lettre courte mais ferme. Tu as détruit ce que j'étais prête à reconstruire. Ne me cherche plus. Quand il s'est réveillé, j'étais déjà loin. Et pour la première fois depuis des années, je respirais. J'ai quitté cette maison sans me retourner, sans un mot, sans une larme. J'avais trop pleuré. Maintenant, c'était le vide, un vide nécessaire. J'ai pris un train vers chez Élise, sans prévenir, comme si j'échappais à un incendie. Le soleil brillait dehors, mais en moi, tout était encore sombre. Pourtant, au fond, une certitude naissait, je ne reviendrai jamais. Mon histoire avec Marc était morte, et moi, j'étais enfin en train de renaître. Chez Élise, le silence pesait autant que mes souvenirs. Je passais mes journées à fixer le plafond, incapable de manger, de penser, d'exister. La nuit, je me réveillais en sursaut, la respiration coupée par des cauchemars. Je revivais encore et encore la voix de Marc au téléphone, ses mots doux destinés à une autre. Chaque détail me revenait avec une précision cruelle. Mon corps était présent, mais mon esprit, lui, s'était effondré. Élise faisait de son mieux pour me soutenir, mais même sa tendresse ne suffisait pas à combler le vide que Marc avait laissé. Je me sentais inutile, sans but, comme une coquille vide échouée sur un rivage froid. Pourtant, quelque chose, au fond de moi, refusait de disparaître. Une colère sourde, silencieuse, tenace. Ce n'était plus de l'amour, mais une énergie nouvelle, née de la trahison. Une force prête à se réveiller. Une femme prête à se relever. Un matin, alors que je n'avais pas la force de sortir du lit, j'ai reçu un appel d'un notaire. Il m'annonçait qu'il avait retrouvé le testament oublié de mon père, décédé depuis plus de 15 ans. Il me demandait de venir au plus vite à son cabinet. Étonnée, j'y suis allée, sans attente, sans espoir, juste pour fuir mes pensées. Là-bas, il m'a tendu une enveloppe. À l'intérieur, une lettre manuscrite et des documents de succession. Mon père, que je croyais détaché, m'avait légué une maison, des terres, et une somme d'argent importante. Je n'en revenais pas. Cet homme silencieux, froid, avait cru en moi. Il m'avait laissé un héritage, comme un dernier geste d'amour, une promesse de recommencement. En sortant du cabinet, j'ai pleuré. Pas de douleur, cette fois. Mais d'émotion. Peut-être que je valais encore quelque chose, quelque part. Quelques semaines plus tard, j'ai emménagé seule dans la maison que mon père m'avait laissée. C'était une vieille bâtisse en pierre, entourée de champs sauvages, isolée du monde. Parfaite pour une femme brisée en quête de renaissance. Les premières nuits ont été difficiles. Le silence y était total, presque oppressant. Mais peu à peu, ce silence est devenu apaisant, comme une couverture douce posée sur mes plaies. Je me suis remise à cuisiner, à lire, à jardiner. Des gestes simples, qui m'aidaient à reconstruire un rythme, un souffle, une présence. J'ai supprimé Marc de mes contacts, bloqué ses numéros, ses réseaux, son souvenir. Je ne voulais plus entendre parler de lui. Il n'était plus que poussière dans mon passé. Ce nouveau lieu était mon refuge, mon terrain vierge. Et cette fois,
J'allais me bâtir seule, sans mentir, sans m'excuser d'exister. Un matin, alors que je revenais du marché, j'ai trouvé une jeune femme assise sur les marches de ma maison. Elle avait les yeux rougis, les cheveux en désordre, les mains jointes comme si elle priait. En m'approchant, j'ai reconnu Clara. Elle s'est levée, tremblante, et m'a supplié de l'écouter. Je n'ai rien dit. Je l'ai simplement regardée, attendant qu'elle parle. Elle m'a tout raconté, la voix brisée, les larmes aux yeux. Marc l'avait abandonnée 2 semaines après mon départ. Il lui avait promis un avenir, puis il avait disparu du jour au lendemain. Elle avait quitté son emploi, sa famille, sa vie, pour un homme qui ne l'aimait que dans l'ombre. Elle n'avait plus rien. Pas de toit, pas d'argent, pas de dignité. Elle m'a demandé pardon, sincèrement. Et contre toute attente, je lui ai tendu la main. Elle n'était qu'un dommage collatéral, pas une ennemie. En rangeant les papiers laissés par mon père, j'ai découvert qu'il possédait bien plus qu'une simple maison. Il avait fondé une petite exploitation agricole, transmise de génération en génération. Le domaine avait été abandonné à la mort de mon oncle, mais tout était encore enregistré à mon nom. J'ai pris le temps de visiter les terres, des champs à perte de vue, une grange effondrée, des machines rouillées. Pourtant, dans ce chaos, j'ai vu une opportunité. Un espace à reconstruire. Un avenir à créer. Je n'y connaissais rien, mais quelque chose en moi s'est éveillé. Ce n'était pas seulement une ferme, c'était un héritage, une revanche, un projet. J'ai contacté un ancien employé de mon père, un homme loyal nommé Gérard, qui connaissait chaque recoin de ces terres. Il m'a proposé son aide, avec respect et discrétion. Ensemble, nous avons dressé un plan de relance. Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai ressenti une étincelle. Une mission. Un sens à ma nouvelle vie. Les débuts ont été rudes. Je me levais à l'aube, couverte de boue avant même que le soleil ne se lève. J'ai appris à planter, à réparer, à diriger. Gérard était patient, et Clara, que j'avais accueillie sous mon toit, travaillait désormais à mes côtés. Jour après jour, nous avons redonné vie à la terre. J'ai recruté d'autres femmes, elles aussi blessées, rejetées, méprisées. Nous étions une armée silencieuse, reconstruisant nos vies à la sueur de nos fronts. Petit à petit, les récoltes ont donné leurs fruits, les ventes ont commencé à rentrer, et mon nom s'est mis à circuler dans la région. Une femme seule, à la tête d'une exploitation, sans mari, sans héritier mâle, cela dérangeait, mais cela impressionnait aussi. Je n'avais plus besoin de prouver ma valeur à personne. Mon travail parlait pour moi. Et à chaque pas que je faisais, je laissais derrière moi l'ombre de Marc. Mon passé ne me définissait plus. Mon avenir, je l'écrivais moi-même. Un matin d'hiver, alors que je donnais des instructions dans le champ nord, j'ai aperçu une silhouette au loin, derrière la barrière. En m'approchant, j'ai reconnu Marc. Il était amaigri, mal rasé, ses vêtements froissés trahissaient sa chute. Il m'a regardé comme s'il avait vu un fantôme, les yeux brillants d'une honte silencieuse. Il a prononcé mon prénom, d'une voix rauque, presque étrangère. Je suis restée de marbre. Ni surprise, ni colère. Juste une distance glaciale entre nous deux. Il m'a dit qu'il avait tout perdu, Clara était partie, sa société l'avait licencié, ses amis lui avaient tourné le dos. Il n'avait plus personne, plus rien, sinon moi. Moi, qu'il avait trahi, piétiné, oublié. Il demandait une seconde chance, un regard, une parole. Mais je n'étais plus la femme qu'il avait détruite. Je l'ai écouté en silence, sans répondre. Il ne méritait même plus mes larmes. Juste mon indifférence. 2 jours plus tard, il est revenu, cette fois avec un ton suppliant, presque pathétique. Il ne voulait plus d'amour, disait-il, seulement un emploi. Un petit poste, n'importe quoi, juste de quoi survivre. Mes employés, rassemblés dans la cour, observaient la scène avec stupeur. Certaines connaissaient mon histoire, d'autres comprenaient simplement en le voyant. Je me suis avancée lentement, droite, déterminée.
Il espérait un geste de pitié. Il n'aurait que ma vérité. Je l'ai regardé dans les yeux, devant tout le monde, et j'ai dit, tu n'as pas ta place ici. Ni dans mon entreprise. Ni dans ma vie. Il a voulu parler, mais je l'ai interrompu d'un geste. Il a baissé les yeux, humilié, écrasé par le poids de ses propres fautes. Puis il est parti sans se retourner, avalé par la poussière du chemin. Ce fut notre dernière confrontation. Ce jour-là, c'est moi qui ai fermé le livre. Définitivement. Quelques semaines après cet épisode, en triant de vieux cartons dans le grenier, j'ai trouvé une boîte en bois. À l'intérieur, des photos de mon enfance, une montre brisée, et une lettre pliée en 4. C'était l'écriture de mon père. Je l'ai ouverte avec précaution, les mains tremblantes. Il y parlait de moi, de ses regrets, de son amour silencieux. Il disait qu'il m'avait souvent observé de loin, fièrement, incapable de dire les mots qu'il aurait dû. Il y écrivait qu'il savait que je tomberais un jour, mais qu'il était sûr que je me relèverais encore plus forte. Cette lettre, simple mais sincère, a fait éclater en moi un flot de larmes que je croyais taries. Mon père, que je pensais froid, m'avait aimé à sa manière. Il croyait en moi bien avant que moi-même je n'y croie. Ce message était son dernier cadeau. Une bénédiction venue du passé, pour m'aider à continuer. Lors d'un salon agricole régional, Gérard m'a convaincu de présenter notre travail. J'ai accepté, un peu nerveuse, mais consciente de tout ce que nous avions accompli. Le jour de l'événement, entre 2 démonstrations, un homme m'a abordé. Il s'appelait Julien, ingénieur agronome, venu de Bordeaux pour évaluer les nouvelles pratiques rurales. Il n'avait rien d'arrogant, seulement une curiosité sincère dans le regard. Il m'a écouté parler de la ferme, des femmes que j'embauchais, de ma volonté de faire renaître cette terre. Nous avons longuement discuté, comme si le monde autour avait disparu. Julien ne posait pas de questions intrusives, il ne cherchait pas à me séduire. Il respectait mes silences, mes hésitations, mon histoire. Il m'a proposé de visiter un autre domaine qu'il conseillait, pour échanger des idées. J'ai accepté, poussé par une envie nouvelle de réapprendre à faire confiance. Ce n'était rien encore, juste un frisson léger. Mais ce frisson, je ne l'avais plus ressenti depuis très longtemps. Au fil des semaines, Julien est revenu. Parfois pour un conseil, parfois juste pour prendre un café et parler de tout sauf de douleur. Avec lui, il n'y avait pas de jugement, pas d'attente. Il ne voulait rien réparer chez moi. Il m'acceptait comme j'étais, forte, brisée, reconstruite, imparfaite. Il m'écoutait, et c'était tout ce dont j'avais besoin. Pas de promesses vides, pas de masque. Juste une présence douce, stable, rassurante. Un soir, sous le ciel d'automne, il a effleuré ma main, sans rien dire. J'ai senti une chaleur monter, un écho dans mon cœur qui ne m'effrayait pas. Ce n'était pas la passion brûlante, destructrice, c'était la tendresse qui s'installe doucement. Pour la première fois depuis Marc, je ne pensais plus au passé. J'étais là, dans l'instant, avec un homme qui ne cherchait pas à me posséder, mais à m'accompagner. Et c'est ainsi que, sans douleur, l'amour est revenu dans ma vie. L'année suivante, notre exploitation était citée comme exemple dans plusieurs publications agricoles. Des journalistes venaient interviewer la femme de la Renaissance. J'acceptais les compliments avec humilité, sachant ce que chaque victoire m'avait coûté. Les femmes que j'avais embauchées gagnaient en autonomie, certaines lançaient leurs propres projets. Gérard, fidèle comme toujours, m'accompagnait dans chaque décision. Clara avait repris ses études à distance, et moi, je n'étais plus seule dans mon propre monde. J'ai reçu un prix pour l'innovation sociale en milieu rural. Ce soir-là, sur scène, sous les applaudissements, j'ai revu toute ma vie défiler. Mon ancien foyer, ma chute, la trahison, la solitude, et maintenant, cette lumière. J'ai remercié les femmes qui m'avaient fait confiance, les douleurs qui m'avaient forgé, et la terre qui m'avait relevé. Ce n'était pas un conte de fées. C'était réel, dur, construit à la main, avec du courage. Et j'étais fière de ce que j'étais devenue.
Un matin d'hiver, une enveloppe beige est arrivée dans ma boîte aux lettres. C'était une invitation à une conférence agricole organisée dans mon ancienne ville. Mon nom figurait parmi les invités d'honneur. J'ai hésité. Revenir là où tout s'était brisé? Revoir ses visages, croiser peut-être Marc? Mais quelque chose en moi a dit oui. Pas par vengeance, mais par affirmation. J'étais prête à revenir, mais plus jamais comme avant. Le jour venu, j'ai mis ma plus belle robe, attaché mes cheveux, et j'ai marché dans cette salle comme une femme entière. Les regards se sont tournés, certains m'ont reconnu, d'autres m'ont salué avec respect. Puis je l'ai vu. Marc, au fond de la salle, seul, défait, vieilli. Nos regards se sont croisés. Il n'a rien dit. Il a baissé les yeux. Et dans ce silence, j'ai su que je n'avais plus rien à prouver. Il s'est approché à la fin de l'événement, les mains dans les poches, le regard hésitant. Il m'a dit qu'il pensait souvent à moi, qu'il regrettait chaque mot, chaque mensonge, chaque nuit d'absence. Je l'ai écouté, calmement, sans détourner les yeux. Il attendait une réaction, un pardon, une faille. Mais il n'y avait plus rien à lui offrir. Plus de haine. Plus de tristesse. Juste une paix profonde, solide. Je lui ai répondu doucement, « Moi, je ne pense plus à toi depuis longtemps. » Il a esquissé un sourire triste, puis s'est éloigné sans insister. Il avait compris. Ce regard fut notre adieu. Ce chapitre s'était définitivement refermé. Je l'ai regardé s'effacer dans la foule sans un battement de cœur. J'étais libre. Enfin libre de toute chaîne invisible. Aujourd'hui, je vis dans la maison que mon père m'a laissée, entourée d'une famille que j'ai choisie. Clara passe parfois pour le thé, Gérard rit en réparant son vieux tracteur, et Julien lit au coin du feu. Il n'y a plus de cris, plus de mensonges, plus de douleurs cachées. Il n'y a que de la lumière. Et chaque jour, je me rappelle que je suis vivante, forte, reconstruite. Rien ni personne ne pourra plus jamais m'effacer. Je repense à la femme que j'étais, naïve, dévouée, silencieuse. Elle est morte le jour où j'ai entendu Marc dire « Je t'aime » à une autre. Mais de ses cendres est née une femme nouvelle. Une femme qui ne fuit plus, qui se relève, qui bâtit. Mon histoire n'est pas un conte. C'est un cri de renaissance. Et ce cri, aujourd'hui, est devenu ma voix. Tu as aimé cette histoire? Dis-nous ce que tu en as pensé dans les commentaires. Et n'oublie pas de t'abonner à notre chaîne et de liker cette vidéo, on publie toujours de nouvelles histoires. À très bientôt. Bonjour, bienvenue. Avant de commencer, abonnez-vous à notre chaîne et laissez un cœur en commentaire sous cette vidéo. Claire, la fille de Suzanne, avait toujours cru qu'elle savait ce qui était le mieux pour sa mère. À 67 ans, Suzanne semblait un peu plus fragile chaque jour, se perdant parfois dans ses pensées et oubliant des détails importants. Après la mort de son mari, Émile, Suzanne n'avait plus la même vivacité d'esprit. Claire, qui vivait à Paris, décida qu'il était temps d'agir et de placer sa mère dans une maison de retraite. Pour elle, c'était une décision logique, Suzanne ne pouvait plus vivre seule, et Claire pensait que l'isolement chez elle n'était plus une solution. Après tout, Claire avait un emploi du temps chargé, et sa mère ne pouvait plus s'occuper d'elle-même de manière indépendante. Elle n'avait pas pris le temps de demander l'avis de Suzanne. Elle savait que sa mère détestait les maisons de retraite, mais elle justifiait cela par le fait que Suzanne n'avait pas d'autre choix. Claire, avec sa vision pragmatique de la vie, ne voulait pas entendre de protestation. Elle pensait que sa mère finirait par s'adapter à ce nouvel environnement. Claire la conduisit donc dans un établissement situé dans la périphérie de Paris, un vieux bâtiment qu'elle croyait confortable et sûr. Elle lui promit de la voir souvent, mais, au fond, Claire savait qu'elle n'aurait pas beaucoup de temps à consacrer à elle. Le jour où Claire laissa Suzanne dans l'asile fut marqué par un silence pesant. Suzanne, bien que réticente, se laissa conduire dans cet endroit qu'elle n'avait jamais imaginé. Claire lui dit simplement qu'elle reviendrait bientôt, mais il y avait quelque chose de glacé dans ses paroles. Suzanne sentit un vide grandissant dans son cœur,
une douleur qu'elle ne pouvait pas exprimer. Elle comprenait que sa fille croyait qu'elle agissait par amour, mais le sentiment d'abandon l'envahit instantanément. Elle se retrouva seule dans une chambre austère, entourée de visages inconnus et de bruits lointains qui semblaient refléter sa propre solitude. Les semaines passèrent, et Claire n'eut plus le temps de rendre visite à sa mère aussi régulièrement qu'elle l'avait promis. Suzanne se rendait compte que sa vie dans cet endroit était bien loin de ce qu'elle avait imaginé. Elle n'était plus qu'un numéro parmi tant d'autres, une personne dont on ne se souciait pas. Chaque jour, elle attendait un appel de Claire, mais celui-ci ne venait jamais. Suzanne se sentait de plus en plus abandonnée, perdue dans un environnement où elle n'avait ni voix ni pouvoir. Le manque d'amour et de connexion se faisait de plus en plus lourd à supporter. Ce que Claire ignorait, c'était que l'établissement où elle avait mis sa mère appartenait à Suzanne elle-même. Depuis plusieurs années, Émile avait investi dans un vieil immeuble qui avait été transformé en maison de retraite. C'était un investissement intelligent à l'époque, et bien que Suzanne en fût la véritable propriétaire, elle n'en avait jamais parlé à personne, pas même à ses enfants. Émile lui avait confié ce secret avant de mourir, en lui demandant de ne jamais en parler. Il savait qu'aucun de leurs enfants ne comprendrait pourquoi ils avaient choisi de garder cet aspect de leur vie pour eux. Suzanne n'avait jamais voulu que ce secret soit connu, pensant que cela provoquerait des conflits inutiles avec Claire et Henri. Ainsi, Suzanne vivait avec la conscience de posséder l'asile dans lequel elle se trouvait, mais elle n'en disait rien à personne. Cela la rongeait intérieurement, car elle savait que Claire n'aurait jamais accepté ce secret. De plus, Suzanne ne voulait pas que sa fille la voie sous un autre jour, en pensant qu'elle avait de l'argent et des ressources. Alors qu'elle observait la vie monotone dans l'asile, une prise de conscience grandissait en elle. Ce bâtiment, ce lieu de souffrance, était le sien, mais personne ne savait la vérité. Elle n'était pas réellement une simple résidente, elle en était la propriétaire légitime. Les jours passaient lentement dans l'asile, et Suzanne commençait à se résigner à sa situation. Le silence pesant qui l'entourait était presque insupportable. Elle se retrouvait seule dans sa chambre, le regard perdu dans le vide. Chaque matin, elle regardait par la fenêtre, espérant voir Claire arriver, mais personne ne venait. Elle se sentait comme une étrangère dans sa propre vie, oubliée par la seule famille qui lui restait. Mais ce qui était le plus difficile à supporter, c'était de savoir qu'elle avait un pouvoir sur cette situation et que personne, pas même sa fille, ne savait la vérité. Le poids de ce secret l'alourdissait chaque jour un peu plus. Suzanne se rendait compte qu'elle vivait dans un endroit qu'elle possédait, mais personne ne savait qu'elle en était la propriétaire. Elle avait honte de ne pas avoir partagé cela avec ses enfants. Mais la peur de les perdre à jamais, de les voir la traiter comme une étrangère, l'avait empêchée de parler. Elle se demandait si Claire aurait agi différemment si elle avait su. Suzanne était partagée entre le besoin de protéger sa dignité et l'envie de tout révéler, de tout effacer, pour retrouver un lien avec sa fille. Les mois s'écoulaient, et la solitude devenait de plus en plus oppressante. Suzanne se levait tous les matins, mais il n'y avait rien à attendre. Le personnel de l'asile était indifférent à sa présence, et les autres résidents semblaient perdus dans leurs propres pensées. Elle avait l'impression d'être invisible, comme si personne ne se souciait de son existence. Claire, qui l'avait placée ici, n'était jamais venue la voir, et les rares fois où elle la contactait, c'était toujours par obligation. Suzanne se sentait abandonnée, rejetée dans un coin du monde sans retour possible. Elle se demandait pourquoi Claire avait pris une telle décision. Peut-être que sa fille ne comprenait pas ce que cela représentait pour elle. Suzanne se souvenait des moments passés avec elle, quand Claire était jeune, pleine d'enthousiasme et d'amour. Mais cette Claire-là semblait avoir disparu. Maintenant, il ne restait qu'une femme occupée par sa propre vie, incapable de voir la douleur que sa mère endurait. Suzanne, bien qu'affectée, savait qu'elle ne pouvait pas revenir en arrière. Elle se résignait à vivre avec cette réalité cruelle, se demandant si la fin de cette histoire aurait une autre issue. Un jour, alors qu'elle triait des papiers dans l'armoire de son bureau, un document attira son attention. Il était vieux et jauni, mais il portait un nom qu'elle reconnaissait immédiatement, celui de son mari, Émile. Le document était un acte de propriété,
et il détaillait l'achat de l'immeuble qu'elle habitait désormais. En le lisant attentivement, Suzanne réalisa qu'elle était la propriétaire légitime de cet asile, un bien qu'Émile avait acquis avant sa mort. Ce secret, qu'elle avait gardé enfoui pendant toutes ces années, était maintenant devant elle, comme un rappel brutal de sa situation. Cette découverte bouleversa Suzanne. Elle savait, depuis la mort de son mari, qu'il avait laissé un patrimoine à ses enfants, mais jamais elle ne s'était doutée qu'elle possédait l'asile. La douleur de l'abandon s'ajouta à l'angoisse d'être dans un endroit qui lui appartenait, sans que personne ne le sache. Le poids de cette révélation l'écrasa, mais une étincelle d'espoir commença à naître en elle. Elle se rendit compte qu'elle avait le pouvoir de changer sa situation, de reprendre sa vie en main, de ne plus être une spectatrice de sa propre existence. Suzanne savait qu'il était temps de changer sa vie. Elle avait longtemps subi l'isolement, la négligence de sa fille, et la sensation d'être une simple spectatrice de son existence. Mais cette découverte, cette prise de conscience qu'elle était la propriétaire du bâtiment, alluma en elle un feu nouveau. Elle n'était plus prête à accepter la passivité dans laquelle elle s'était laissée sombrer. Le jour où elle eut tout en main, elle se leva et décida de partir. Elle ne comptait plus sur personne, ni sur Claire, ni sur le personnel de l'asile. Elle ferait sa propre vie, selon ses propres termes. Elle prit son sac, rangea tout l'argent qu'elle avait économisé pendant des années dans un petit coffre, et le soir même, elle quitta la maison de retraite. Suzanne n'avait pas de plan précis, mais elle savait qu'elle ne retournerait jamais dans cet endroit. Elle voulait redécouvrir la vie, reprendre son indépendance et surtout ne plus dépendre de sa fille. C'était sa chance, sa dernière chance de changer son destin. Elle ne pourrait plus jamais regarder en arrière. Suzanne prit un taxi en direction de la ville, le cœur léger malgré le poids de ses années de souffrance. Elle se rendit à Nice, où elle loua un petit appartement avec une vue sur la mer. C'était un endroit paisible, loin des murs étouffants de l'asile. Dès son arrivée, elle se sentit vivante à nouveau. La mer, le soleil, tout semblait lui offrir une seconde chance. Suzanne passa ses premiers jours à se reposer, à savourer la liberté qu'elle n'avait jamais connue. Elle marcha sur les plages, rencontra des gens intéressants et fit des découvertes qui éveillèrent son âme fatiguée. Au début, elle n'avait pas grand-chose à faire, mais la ville offrait une telle énergie qu'elle se sentit rapidement inspirée. Elle se remit à lire, à réfléchir à ses rêves, à ce qu'elle avait abandonné par le passé. Elle décida de voyager dans toute la France, visitant des villes qu'elle n'avait jamais eu l'occasion de découvrir avec sa famille. C'était comme si tout s'ouvrait devant elle, un monde entier d'opportunités. Elle retrouvait peu à peu son courage, son désir de vivre pleinement. Pendant ce temps, Claire ignorait la disparition de sa mère. Elle avait pris pour acquis que Suzanne était bien installée à l'asile et qu'elle allait bientôt s'habituer à sa nouvelle vie. Claire était trop occupée par son travail et ses propres préoccupations pour s'inquiéter davantage. Les quelques fois où elle pensa à Suzanne, c'était pour se rassurer qu'elle avait fait ce qui était nécessaire. Mais Claire n'imaginait pas que sa mère vivait maintenant une existence totalement différente, plus libre et épanouie. Elle n'avait même pas remarqué que Suzanne n'avait pas répondu à ses derniers appels. Claire n'avait pas conscience que le secret de l'asile, le secret de la propriété de Suzanne, allait bientôt se dévoiler. Elle vivait dans une sorte de confort illusoire, pensant qu'elle avait pris les bonnes décisions pour sa mère. Ce n'est que plus tard, lorsqu'un employé de l'asile la contacta pour lui faire part de la vérité, que Claire comprit que sa mère avait disparu et qu'elle était la véritable propriétaire du bâtiment. Le choc fut immense. Elle ne savait pas si elle devait être en colère, triste ou désemparée. La culpabilité la rongeait alors qu'elle prenait conscience de tout ce qu'elle avait ignoré. Quelques jours après avoir appris que sa mère avait disparu de l'asile, Claire se sentit prise dans un tourbillon de confusion. Elle avait du mal à accepter que Suzanne, la femme qui l'avait toujours aidée et soutenue, avait pris la décision de quitter l'endroit qu'elle pensait être la meilleure option pour elle. Mais ce n'était pas tout. Lorsqu'elle chercha à en savoir plus, Claire apprit que l'asile où elle avait placé Suzanne appartenait à sa propre mère. Ce secret, bien gardé, la laissa sans voix. Pourquoi Suzanne n'avait-elle jamais mentionné cela ?
Claire ressentit un mélange de colère et de culpabilité. Elle se demanda si elle avait mal agi en plaçant Suzanne dans cet endroit, en l'éloignant de son foyer sans comprendre ses besoins véritables. Mais la plus grande déception venait de l'ampleur du secret. Suzanne, en plus de tout, possédait un bien immobilier précieux. Cette révélation bouleversa Claire plus que tout. Elle prit conscience qu'elle n'avait pas vraiment cherché à connaître sa mère, qu'elle ne l'avait pas vraiment comprise. Suzanne lui avait caché cette vérité pour la protéger, mais Claire se sentait trahie. Claire n'avait plus qu'une idée en tête, retrouver sa mère et comprendre pourquoi elle avait agi ainsi. Elle commença à mener sa propre enquête, se rendant à l'asile, questionnant les employés et fouillant les archives. Mais personne ne savait où Suzanne était partie. En revanche, une petite piste apparut rapidement. Suzanne avait acheté un appartement à Nice, une ville que Claire connaissait bien, mais où elle n'aurait jamais imaginé que sa mère ait pu s'installer. La surprise se transforma en inquiétude. Claire se rendit donc dans le sud de la France, espérant trouver une explication à ce mystère. Arrivée à Nice, Claire se sentit déstabilisée par la beauté et la tranquillité de la ville. Elle n'arrivait pas à croire que sa mère, abandonnée et ignorée par elle, vivait maintenant dans un lieu aussi paisible. Claire se mit à chercher l'appartement de Suzanne, demandant des informations aux voisins et à l'administration locale. Petit à petit, elle se rapprochait de la vérité, mais chaque découverte la rendait plus nerveuse. Elle savait que Suzanne pourrait être en colère de l'avoir cherchée. Pourtant, Claire ne pouvait plus ignorer ce qu'elle venait de découvrir. Le jour où Claire arriva enfin devant l'appartement de Suzanne, elle sentit une tension croissante dans son ventre. Elle se tenait devant la porte d'un monde inconnu, un monde que sa mère avait créé sans elle. Après avoir frappé à la porte, Claire attendit un moment avant que Suzanne ne vienne ouvrir. En la voyant, Claire se sentit comme une étrangère. Suzanne ne semblait pas surprise de sa visite. Elle la regarda calmement, comme si elle avait attendu ce moment, mais sans aucune émotion excessive. « Alors, Claire, que viens-tu faire ici ?» demanda Suzanne d'une voix calme, presque distante. Claire ne savait pas par où commencer. Elle se sentit embarrassée, honteuse, comme si elle était entrée dans la vie de Suzanne sans y avoir été invitée. « Je suis venue pour comprendre pourquoi tu m'as laissé ignorer tout ça, » répondit Claire, la voix tremblante. « Pourquoi tu ne m'as jamais dit que cet asile était à toi? Pourquoi m'as-tu laissé dans l'ignorance ?» Suzanne la regarda en silence, prenant un moment avant de répondre. « Parce que je ne voulais pas que tu penses que je me cachais derrière mon argent, Claire. Je voulais simplement être ta mère. » Suzanne prit une profonde inspiration avant de répondre à Claire. « Et tu m'as placée dans cet asile, pensant que j'étais une vieille femme sans ressources, Claire. Tu ne m'as jamais demandé ce que je voulais. J'ai gardé ce secret parce que je voulais être sûre que tu ne penserais pas que je faisais ça par intérêt, » expliqua Suzanne calmement. Elle savait que cette révélation bouleverserait sa fille, mais elle n'avait plus de temps à perdre avec des faux-semblants. Le moment était venu pour Claire de comprendre la vérité, aussi difficile soit-elle. « Je ne voulais pas que tu penses que je me servais de toi ou de ma situation pour obtenir quelque chose. Tu m'as abandonnée dans cet endroit sans te soucier de savoir ce que je ressentais. Et maintenant, je suis ici, en paix, à vivre comme je le souhaite, » continua Suzanne en fixant Claire d'un regard ferme. Claire, abasourdie, resta un moment sans répondre. Elle n'avait jamais imaginé que sa mère puisse avoir des sentiments aussi forts. En écoutant Suzanne, Claire réalisa à quel point elle avait échoué en tant que fille. Claire, perdue dans ses pensées, tenta de se défendre, mais ses mots manquaient de conviction. « Je pensais juste que tu ne pouvais pas te débrouiller toute seule. Je voulais simplement te protéger, » murmura-t-elle. Mais Suzanne, désormais forte de sa décision, répondit, « Tu m'as prise pour une vieille femme sans valeur, Claire. Tu m'as traitée comme une charge. » Il était évident que la confiance entre elles avait été brisée de manière irréparable. Suzanne, quant à elle, avait pris sa vie en main, avec ou sans l'aide de sa fille. Et elle ne comptait plus sur elle pour trouver sa paix. Le regard de Claire se teinta de regret, mais il était trop tard pour réparer les erreurs du passé.
Elle avait agi sans réfléchir, sans prendre en compte les désirs de sa mère. La révélation que Suzanne possédait l'asile n'avait fait qu'accentuer sa culpabilité. Claire comprit qu'elle ne pourrait jamais revenir en arrière, et que Suzanne était désormais une femme indépendante, capable de vivre sans elle. La vérité avait tout changé, mais la question restait, Claire pourrait-elle un jour regagner la confiance de sa mère? Claire se sentit prise de vertige, comme si le sol se dérobait sous ses pieds. Tout ce qu'elle avait cru savoir, tout ce qu'elle avait décidé pour sa mère, s'effondrait. Comment ai-je pu être aussi aveugle? Pourquoi n'ai-je pas vu que tu étais toujours capable de prendre soin de toi, pensa-t-elle, la douleur de l'échec la frappant de plein fouet. Suzanne, voyant la souffrance de sa fille, mais aussi sa résignation, ajouta, « Ce n'est pas toi qui m'as sauvée, Claire, c'est moi qui me suis sauvée toute seule. Et je compte bien continuer ainsi. » L'air lourd de reproche, Claire baissa les yeux, honteuse. Elle n'avait jamais vu sa mère sous cet angle, forte et déterminée. Tout ce qu'elle avait fait pour elle semblait soudainement insignifiant. Le temps perdu, les années de négligence, tout cela ne pouvait plus être réparé par un simple pardon. Suzanne avait forgé son indépendance, et rien ni personne ne pourrait lui ôter cette liberté. Claire réalisa que, peut-être, le véritable héritage que sa mère lui laissait était sa force intérieure. Claire, encore sous le choc, chercha désespérément à regagner un peu de contrôle sur la situation. « Maman, je t'en prie, reviens. Tu ne peux pas tout abandonner. Je veux que nous réparions ce qui a été brisé. Je veux t'aider, dit-elle, la voix tremblante. Suzanne la regarda froidement, son visage marqué par des années de souffrance. « Tu veux m'aider? Après m'avoir placée dans un asile comme si j'étais une charge pour toi? Il est trop tard, Claire. Je ne suis plus celle que tu crois, répondit Suzanne, la voix ferme. Claire sentit un poids lourd s'installer dans sa poitrine. Elle avait tout fait pour sa mère, mais de la manière la plus insensible qui soit. Elle se rendit compte que ses gestes, même ceux qui semblaient bien intentionnés, n'avaient fait qu'éloigner Suzanne d'elle. Elle n'avait pas vu sa mère comme une personne, mais comme une responsabilité. En ce moment précis, Claire savait que rien ne pourrait réparer ce qui était cassé entre elles. Suzanne, après tant d'années, avait retrouvé sa propre vie, et Claire n'était plus la bienvenue dans ce chapitre. Suzanne se leva lentement, se dirigeant vers la fenêtre pour observer le paysage qui s'étendait devant elle. Elle se sentait plus libre que jamais, en paix avec elle-même. « Je suis enfin celle que j'étais censée être », pensa-t-elle. Elle avait pris une décision importante, plus jamais elle ne serait une marionnette dans la vie de quelqu'un d'autre. Elle s'était approprié son destin et elle n'allait pas le laisser filer entre ses doigts. Chaque jour, elle s'émerveillait de sa liberté retrouvée, de la vie qu'elle pouvait enfin mener seule, sans l'ombre de ses enfants. Elle commença à voyager, visitant des endroits qu'elle n'avait jamais eu l'occasion de découvrir avec sa famille. Chaque nouvelle ville, chaque nouveau lieu qu'elle explorait semblait lui offrir une bouffée d'air frais. Suzanne apprenait à apprécier les petits plaisirs de la vie, ceux qu'elle avait oubliés pendant tant d'années. Elle ne se sentait plus seule, elle se sentait libre et forte. Suzanne, dans son indépendance, se réinventa, et elle savait qu'elle n'aurait jamais à revenir en arrière. Malgré tout, Suzanne savait que la route vers la paix intérieure n'était pas sans obstacle. Claire, malgré ses tentatives d'approche, n'avait jamais cessé de lui rappeler qu'elle l'avait perdue à cause de son propre orgueil. Suzanne se demanda parfois si elle aurait pu faire les choses différemment, si elle aurait dû se laisser envahir par la tendresse et la culpabilité. Mais chaque fois qu'elle pensait à cela, la réponse était la même, non. Claire ne l'avait pas comprise, et elle ne l'avait pas respectée. Suzanne avait vécu dans l'ombre trop longtemps. Elle savait que l'orgueil pouvait détruire des relations, mais pour la première fois, elle ressentait qu'il était son allié. Son orgueil l'avait protégée, l'avait poussée à retrouver son indépendance. Suzanne se rendait compte que, même si cela signifiait perdre sa fille, elle n'aurait jamais pu reprendre le contrôle de sa vie autrement. Son orgueil l'avait libérée. Et c'était ce qu'elle devait faire, se libérer. Se reconstruire sans l'aide de Claire, sans l'obligation de plaire à quelqu'un d'autre.
Elle était maîtresse de son propre destin. Avec le temps, Suzanne se rendit compte qu'elle ne pouvait pas rester indéfiniment éloignée de sa famille. Elle entendait parfois des nouvelles de Claire par des amis communs, mais cela ne faisait qu'aggraver la douleur. Claire avait tenté plusieurs fois de la contacter, mais Suzanne avait toujours refusé de répondre. Elle savait que la fille qu'elle avait élevée n'était plus la même, qu'elle avait changé de façon irréversible. Cependant, un jour, Suzanne apprit que Claire traversait une période difficile sur le plan financier. Cela la fit réfléchir. Suzanne n'avait jamais voulu que sa fille traverse des difficultés. Elle avait pris soin de Claire et d'Henri, mais les choses avaient évolué, et les liens entre eux s'étaient distendus. Pourtant, en entendant parler des problèmes de Claire, Suzanne se sentit partagée. Elle savait qu'il ne fallait pas laisser les rancunes et les erreurs de côté, mais elle hésita. Devait-elle tendre la main à sa fille pour l'aider, même si elle avait été blessée par son comportement ? Le cœur de Suzanne était lourd, et la question restait en suspens. Les mois passèrent, et Suzanne continua à vivre sa vie sans se laisser envahir par le passé. Elle voyageait, se consacrait à elle-même, et apprenait à apprécier chaque jour de sa liberté retrouvée. Elle savait que l'incompréhension de Claire était un obstacle qu'elle ne pourrait pas franchir de sitôt. Mais à mesure que le temps passait, elle se sentait plus légère, plus sereine. Les douleurs du passé s'estompaient, et elle se rendait compte que son bonheur ne dépendait plus de personne d'autre que d'elle-même. Claire, de son côté, continuait de lutter. Elle cherchait à réparer ce qui avait été brisé, mais elle savait que Suzanne ne la pardonnerait pas facilement. Pourtant, chaque fois qu'elle pensait à sa mère, un sentiment de regret la rongeait. Claire s'était perdue dans sa propre vie, oubliant l'essentiel, sa mère était plus qu'un simple parent, elle était une personne à part entière, avec des rêves, des besoins, et des désirs. Suzanne, elle, avait trouvé un moyen de guérir en vivant pour elle-même, loin des attentes des autres. Un jour, Claire réussit à convaincre Suzanne de la rencontrer dans un café de Nice. Suzanne accepta, mais elle savait que cette rencontre serait cruciale. Elle ne voulait pas de promesses vaines ni de gestes qui ne feraient que raviver de vieilles blessures. Claire, avec une hésitation palpable, s'excusa pour son comportement passé. Elle reconnut ses erreurs, mais Suzanne ne la regardait pas avec compassion. Elle avait fait un choix, ne plus permettre à ses enfants de définir son bonheur. La conversation fut courte, marquée par un silence lourd et pesant. Suzanne savait que même si Claire exprimait des regrets, elle ne pourrait jamais effacer ce qui avait été fait. Les années d'isolement, les décisions imposées sans considération, tout cela était encore trop frais dans son cœur. Elle lui dit simplement, « Je suis désolée, Claire. Mais je ne peux pas revenir en arrière. Je vis maintenant pour moi, pour ce que j'ai perdu et retrouvé. » Claire ne répondit rien, sentant qu'elle avait tout perdu. Le temps passa, et Suzanne continua à vivre sa vie dans la sérénité qu'elle avait retrouvée. Claire, de son côté, ne pouvait s'empêcher de repenser à leur dernière rencontre. Elle n'avait pas compris à quel point sa mère avait souffert, à quel point elle avait été profondément blessée par ses actions. La vérité la frappait avec une force nouvelle. Suzanne n'était pas un être vulnérable à manipuler, mais une femme forte et indépendante, bien plus que Claire ne l'avait jamais imaginé. Cette prise de conscience la tourmentait, mais elle savait qu'il était trop tard pour changer les choses. Claire tenta encore une fois de renouer avec sa mère, mais Suzanne, bien qu'ayant fait des efforts pour comprendre sa fille, savait qu'il n'y avait pas de place pour elle dans sa nouvelle vie. « Tu m'as perdue, Claire », lui dit Suzanne, avec une profonde tristesse dans la voix. « Tu ne m'as jamais vue comme une personne, mais comme une mère qui devait tout sacrifier pour ses enfants. Je ne suis plus cette femme, et je ne reviendrai pas. » Ces mots, aussi douloureux qu'ils fussent, étaient la clé de la séparation définitive. Claire sentit qu'elle n'avait plus rien à espérer. Après cette rencontre, Suzanne se sentit enfin libérée du fardeau du passé. Elle n'était plus la mère que Claire voulait façonner selon ses désirs. Elle avait pris conscience qu'elle avait droit à sa propre vie, à ses propres choix, sans se soucier de ce que les autres attendaient d'elle. Chaque jour, elle se consacrait davantage à sa propre évolution.
Elle s'inscrivit à des cours de peinture, se rapprocha de personnes partageant ses intérêts et découvrit des passions qu'elle avait oubliées pendant des années. Suzanne savait qu'elle n'était plus l'ombre de ce qu'elle avait été, mais qu'elle était une femme nouvelle, prête à tout pour se reconstruire. Elle commença à se rendre à des événements culturels, à voyager, et même à donner des conférences sur l'indépendance et la résilience des femmes âgées. Suzanne devint un modèle pour d'autres, prouvant que même après des années de sacrifice, on pouvait se réinventer. Elle avait pris sa vie en main, sans regret ni remords. Elle savait que l'amour qu'elle avait donné à sa famille ne serait jamais vain, mais que désormais, elle vivait pour elle-même, en harmonie avec ses choix et son bonheur. Suzanne se rendit compte que son indépendance ne résidait pas seulement dans la liberté physique, mais aussi dans la paix intérieure qu'elle avait trouvée en elle-même. Elle ne dépendait plus de l'approbation de Claire ou d'Henri. Chaque décision qu'elle prenait, chaque pas qu'elle faisait, venait de son propre désir de se réaliser. La femme autrefois perdue dans un rôle de mère dévouée, abandonnée par ses enfants, était devenue une force vivante, éclatante de liberté. Elle se tourna alors vers d'autres femmes de son âge qui, comme elle, s'étaient souvent laissées oublier. Suzanne devint une source d'inspiration pour ces femmes qui croyaient que la vie leur avait échappé. Elle leur montra qu'il n'était jamais trop tard pour recommencer, qu'il suffisait d'y croire et d'agir. Suzanne vivait désormais pleinement, chaque jour, sans avoir à se justifier auprès de quiconque. Son indépendance était sa plus grande victoire. Suzanne avait compris qu'elle ne laissait pas derrière elle des biens matériels, mais un héritage spirituel profond. Ce qu'elle avait gagné en redécouvrant sa liberté, c'était la force de se réinventer, d'oser vivre pleinement à chaque étape de sa vie. Elle partageait son expérience avec ceux qui croyaient que leur époque était révolue, que leur vie n'avait plus de sens. Suzanne savait que chaque moment de souffrance, chaque moment d'isolement, l'avait conduite à ce chemin de guérison et de découverte personnelle. Elle n'était pas devenue une victime de son âge ou de son passé, mais une femme épanouie, capable de transformer sa douleur en force. Elle écrivit un livre, un témoignage intime de ses luttes, de ses renaissances et de ses victoires. Elle expliqua que l'héritage le plus précieux n'était pas un bien matériel, mais la capacité de se relever après chaque chute. Le livre rencontra un grand succès, non pas parce que Suzanne était une célébrité, mais parce que son histoire résonnait profondément chez ceux qui avaient souffert en silence. Elle devint un symbole d'espoir pour des milliers de femmes âgées qui croyaient que leur vie était terminée. Suzanne avait trouvé la paix, non pas en réconciliant le passé, mais en faisant une source de force et d'inspiration pour l'avenir. Suzanne se sentait prête pour un dernier voyage, un voyage symbolique pour clore cette phase de sa vie. Elle décida de partir pour l'Italie, un pays qu'elle avait toujours rêvé de visiter, mais qu'elle n'avait jamais eu l'occasion de découvrir. Ce voyage n'était pas seulement géographique, il était aussi spirituel. Suzanne voulait découvrir d'autres facettes d'elle-même, apprécier la beauté de la vie qui s'offrait encore à elle. Elle se rendit à Rome, Florence, Venise, et chaque ville lui donna l'impression de retrouver une partie de son âme, comme si elle retrouvait ses racines dans chaque ruelle pavée, dans chaque paysage pittoresque. Durant ce voyage, Suzanne rencontra des gens qui lui rappelaient sa propre histoire, des femmes qui, comme elle, s'étaient perdues, mais qui, avec le temps, avaient appris à se retrouver. Elle échangea avec elles, leur racontant son histoire et écoutant la leur. C'était comme une rencontre entre âmes sœurs, partageant des expériences de vie similaires, mais chaque fois, elle ressortait de ces rencontres plus fortes. Elle se rendit compte que ce dernier voyage n'était pas une fuite, mais une célébration de la vie, de son parcours et de son pouvoir retrouvé. C'était un au revoir à sa vieille vie, et un salut à celle qu'elle avait créée par elle-même. Lorsque Suzanne retourna à Nice, elle savait qu'elle avait vécu plus que ce qu'elle n'aurait jamais imaginé. Elle avait perdu une relation avec sa fille, mais elle avait gagné en profondeur et en compréhension de soi. Claire n'était plus la priorité dans sa vie. Suzanne avait appris que, pour aimer les autres, il fallait d'abord s'aimer soi-même, sans culpabilité. Elle n'attendait plus de reconnaissance, de réparation ou d'excuses. Elle avait pris sa propre rédemption en main et vivait avec cette vérité. Sa leçon la plus précieuse était d'accepter que le passé ne pouvait être changé, mais que l'avenir était entre ses mains.
Elle consacra les dernières années de sa vie à transmettre cette sagesse à d'autres, à enseigner que la véritable liberté ne vient pas de ce que l'on possède, mais de ce que l'on accepte d'être. Suzanne se savait maintenant en paix. Elle était fière de l'œuvre de sa vie, celle de s'être construite sans dépendre de personne. Dans le silence de sa dernière maison, Suzanne se sentit comblée, prête à partir sereinement, ayant compris que la vie, même à son crépuscule, pouvait être vécue pleinement et intensément. Tu as aimé cette histoire? Dis-nous ce que tu en as pensé dans les commentaires. Et n'oublie pas de t'abonner à notre chaîne et de liker cette vidéo, on publie toujours de nouvelles histoires. À très bientôt.